Bonjour à tous, bienvenue à ce 30e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, on parle des futurs espoirs de la Ligue nationale avec un spécialiste en la matière, Marco D'Amico. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au Temps d'arrêt. C'est un plaisir, Étienne. Ça me tente d'en parler du repêchage, puis là, on dirait que c'est encore plus, Un bon moment, c'est plus concret. relatif là, avec un choix de plus en premier tour, puis peut-être un autre avant la fin de la semaine si tout continue comme ça va. Donc, ça risque de bouger, puis on risque d'entendre beaucoup parler de cette QV que le monde va vite se rendre compte n'est pas aussi faible que l'on croit. Effectivement, puis l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, ça va être d'analyser un petit peu ta liste de mi-année. Pour ceux qui te suivent sur Twitter, on sait que tu publies énormément de contenu sur les espoirs. Donc, tu analyses vraiment leur jeu dans l'ensemble. Tu prends le temps de regarder vraiment leur match, puis pas juste leurs highlights comme d'autres. Donc, tu as publié il y a quelques semaines justement ta liste de mi-année. On va passer au travers. Ce qui est important aussi pour les gens de comprendre, c'est que c'est vraiment sujet à changement. Puis ça, tu mets l'emphase là-dessus. Absolument. Il reste beaucoup de choses qui peuvent faire changer la donne. Les séries éliminatoires dans la Ligue canadienne, le futur championnat du monde junior qui risque d'être repris cet été. Donc... Les Jeux olympiques présentement. Hein? Absolument. Absolument. Avant de se lancer justement dans l'analyse, est-ce que tu viens d'en glisser un mot, mais parler, est-ce que de la profondeur du repêchage, on sait que le top 12-15 est très, très solide. On sait que le Canadien vient d'avoir un autre choix de première ronde, comme tu viens d'en parler. Est-ce qu'on a des chances d'avoir un bon choix un bon joueur avec ce choix-là? Oui, mais c'est divisé en deux, cette question-là, parce que, premièrement, le choix que le Canadien va avoir, le choix est protégé de top 10, donc aucune chance que ce soit top 10. Puis les Flames, vraisemblablement, vont rentrer dans les séries parce que, pour moi, c'est un des trois meilleures équipes du Pacifique. Donc, c'est un automatique que ça va être entre 16 et 32. Et quand on regarde le repêchage en tant que tel, la force de ce repêchage, c'est la profondeur entre, je te dirais, 13 et 40. C'est vraiment comparé à l'année passée. C'est ça, l'année passée, tu ne vas pas devoir chercher loin quand les Canadiens vont choisir tôt en fin de premier tour, comme on a fait l'année passée où on se demandait, mais c'est qui Corson Coolman, c'est qui Maki Sameskovic? Le monde ne le connaissait pas. Cette année, tu vas en connaître, tu vas apprendre à connaître, puis tu vas connaître le monde qui vont repêcher en fin de premier tour parce que je trouve qu'il y a tellement de joueurs qui commencent vraiment à prendre leur envolée maintenant, qui sont dans ce range-là, que ça va pousser la donne plus loin dans le repêchage, plus haut dans le repêchage. Donc, je pense que beaucoup du monde, puis la plupart du monde, sont un peu down sur ce repêchage parce que Shane Wright n'est pas Connor Bedard. Puis, écoute, on va se le dire, depuis que j'ai publié ma liste, ma liste a été publiée en mi-janvier. Elle a été créée. Elle a été créée le 1er janvier. J'étais en pause, je me rappelle, on ne pouvait pas faire grand-chose, fait que j'ai écrit ma liste. Puis honnêtement, je l'ai collé à ce moment-là. Shane Wright était dû pour connaître une bonne deuxième moitié de saison. Lui qui n'avait pas joué l'année passée du tout dans la Ligue d'Ontario. Donc, ça a bien commencé pour lui. Là. Ça n'a pas bien commencé, on le sait. Là, depuis ta liste, ça va très bien. Ben, depuis ma liste, il y a 33 points en 20 matchs. Oui, c'est ça, il a explosé. Il y a juste un autre joueur dans toute la Ligue canadienne qui fait mieux que lui en ce moment, puis c'est Connor Bedard. Voilà. Fait que ça a m'en dit à ramasser. On en viendra bientôt de Shane Wright. Juste avant de commencer à son sujet, à partir de quel rang pour toi ce n'est plus un lock, si on veut, en tant que choix de première ronde? Tu as parlé de 13 à 40, mais dans les espoirs que tu as lancés là, à partir de quel rang il peut y avoir une certaine hésitation dans ta tête, puis il pourrait y avoir sujet à changement? Là? En termes de qui pourrait aller où, je pense que ça commence à 3. OK. Pas mal tous les repêchages commencent à 3 ces temps-ci. L'année passée, c'était la même chose. Je pense que rendu en février-mars, on avait toute une idée que ça allait être Owen Power, Matt Beniers 1-2 à cause du championnat junior. L'année d'avant, je pense que le gros débat, c'était pas qui allait aller premier, c'était Lafrenière, mais c'était plus le débat entre Byfield et Stutzla. Ouais. C'était vraiment ces deux-là. Et même celui d'avant, on avait Jack Hughes, Capo Caco. Ça, c'était issu 1-2. Puis la question, c'est qui s'en allait 3? Est-ce que c'était Turcotte? Est-ce que c'était Zegras? Est-ce que c'était Kirby Dack? Puis ça a donné que c'était Dack. C'est la même chose, je trouve. Je pense que Cooley s'est séparé du lot. C'est vraiment Wright Cooley 1-2. On va se lancer justement dans
dans ta prédiction, puis dans ta liste des espoirs. En fait, contrairement à ce que je viens de dire, ce n'est pas une prédiction. En fait, c'est vraiment le classement, la qualité des joueurs à partir de ce moment-là dans l'année. Donc, comme on a mentionné, sujet à changement. Le numéro 1, on en a déjà parlé, Shane Wright, attaquant des Frontenacs, des Kingston Frontenacs. Il est rendu à 52 points en 37 matchs. Est-ce que tu penses que les gens sont en train un petit peu de le suranalyser parce que c'est un gars qui possède beaucoup, beaucoup de qualités pour faire de lui un joueur premium dans la ligue, un joueur grandement efficace, un joueur d'un point par match? Est-ce qu'on essaie de lui chercher un petit peu des bébites, là? Oui, puis je pense que ça arrive à chaque année. L'année de Jack Hughes, on lui cherchait des bébites parce que il joue avec une équipe d'étoiles, avec l'équipe de développement américain, avec les Caulfield, les Turcotte, les Boldy, les Eagers. On cherchait des bébites à ce moment-là. On cherchait des bébites avec, on parlait de Rasmus Dahlin au moment où ce qui était pour sortir numéro 1 comme étant le joueur générationnel en défense. Je pense que c'est plutôt Cale Makar qui est sorti en 2017 comme étant le générationnel à date. Là. Donc, c'est pour ça que je me garde un peu de gêne parce que c'est pas un repêchage normal, spécialement d'un gars issu de l'Ontario. Ils n'ont pas joué l'année passée. Puis c'est pas comme Brant Clark, c'est pas comme Logan Mailloux, c'est pas comme certains autres qui sont allés jouer en Europe. Il n'a pas joué. Pas pantoute. Pendant 18 mois, il a joué 10 matchs, puis c'était au championnat mondial en dessous de 18 ans en mai au Texas. Donc, exact. On va le voir dans certains autres noms aussi là, de ta liste. Tu l'as mentionné justement dans ton excellent site là, que je promouvois ici, le Scrimmage and Stats, accessible par ton Twitter aussi. Donc, tu l'as mentionné, les espoirs qui viennent de l'Ontario sont sujets à monter s'ils connaissent une bonne deuxième moitié de saison. Donc, ça arrive déjà. Pour finir sur Shane Wright, est-ce que tu vois en lui un gars qui est prêt au niveau de son leadership, au niveau de ses qualités athlétiques pour jouer dès l'an prochain? C'est vraiment une bonne question parce qu'il pense la game comme un joueur de la Ligue nationale déjà. La façon qu'il joue, les choses qu'il fait sur la glace, les jeux qu'il prépare pour ses coéquipiers, c'est déjà un jeu tellement mature qu'il pourrait jouer probablement l'année prochaine sur un troisième trio pour débuter. Est-ce que ce serait la meilleure chose pour lui? Ça, c'est la fameuse règle où ce que j'aimerais que le top 10 d'un repêchage ait le droit d'envoyer le joueur dans la Ligue américaine. Parce que ça serait idéal pour lui. Lui, c'est là où même l'envoyer en Europe pendant une année, mais tu ne peux pas malheureusement avec la règle. Je préfère, vu qu'il a manqué une année, je préfère prôner la patience dans son cas. Bon point. J'aurais préféré qu'il joue avec des hommes, mais pas nécessairement la Ligue nationale. Ceci étant dit, il est assez intelligent pour débuter dès l'année prochaine et tout dépend de sa lancée en deuxième moitié. Mais s'il continue à marquer au-delà d'1,5 point par match comme il le fait en ce moment, là, c'est assuré que les attentes vont s'élever. Je pense qu'on peut dire qu'il a saisi l'occasion puis il n'a pas su décevoir les patrons du Canadien qui sont venus l'observer il y a moins d'une semaine. Là, il a été extraordinaire. Le pire, c'est que la plupart de des gros compagnons de trio qu'il y avait, les Martin Chromiak, sont blessés. Ouais. Il fait avec des joueurs de 20 ans quasiment no-name. C'est pour ça que je vous dis, si on regarde ces matchs-là, il est vraiment en train de prendre feu. Allons-y avec le deuxième espoir sur ta liste. Lui, celui-là, il l'a joué l'année passée. C'est le Canadien Matthew Savoie, le centre de petite stature, là, 5 pieds 9, 179 livres, du Ice de Winnipeg. Un gars qui est très, très explosif, a déjà 58 points en 40 matchs. Qu'est-ce que tu préfères vraiment de lui, là? Ouais, depuis ce temps-là, je pense qu'il y a peut-être une petite glissade. Je pense que je l'aurais peut-être 3 ou 4 maintenant, là, mais c'est vraiment un potentiel élevé dans son cas. Puis je sais que plusieurs ont peur du fait que la plupart de ses points viennent en avantage numérique, mais il faut prendre en considération que Winnipeg est capable de vraiment aller chercher beaucoup de pénalités à cause de leur acharnement sur glace, dont spécifiquement la vitesse d'un gars comme Mathieu Savoie. C'est ça. Il me fait penser... Puis je sais que plusieurs vont dire « Oh wow, il fait penser à Brayden Point au même âge. Un gars comme Seth Jarvis, que tout le monde disait « Ah, il est trop petit, on va le repêcher après le top 10. » Clairement, on l'aurait repêché le top 10 si on avait fait un redraft. C'est ça. Donc, il y a de la vitesse, il y a du chien. C'est pas un petit gars qui se laisse donner. Là. Il rentre dans les coins, il n'a pas peur. Il a un tir foudroyant. Honnêtement, pour moi, c'est un des gars que je crois que la grande majorité du monde sont ou en amour avec ou qui dorment sur lui. Son ceiling est potentiellement très, très élevé. Premier Qu'est-ce qui te fait un petit peu
pas de douter dans son cas, mais qu'est-ce qui te ferait changer le rang que tu l'as placé de son jeu des dernières semaines? Là? C'est même pas sa faute. Honnêtement, c'est le fait que d'autres ont monté leur jeu dans l'écran. Honnêtement, puis c'est une excellente augure parce que quand tu as un gars numéro 2 puis qu'il y a d'autres que tu avais classé 3, 4, 5, 6 qui montent en flèche, ça démontre en fait la qualité d'un repêchage parce que c'est là qu'ils prennent leurs envois. Puis quand on va regarder ce repêchage-là dans un an, on ne se souviendra pas de la première moitié de la saison. On va se souvenir de comment ils ont fini, comment que la progression a eu lieu. Puis ça, je pense que tu es en train de rassurer beaucoup de partisans du Canadien. On a peur, évidemment, si on finit dernier, le premier choix ne nous est pas assuré, mais si on glisse un petit peu, on ne va pas devoir prendre un joueur par défaut, on va prendre un joueur parce qu'il a des excellentes qualités de joueur de hockey, contrairement à ce qu'on a peut-être fait par le passé. Allons-y tout de suite avec ton choix numéro 3, l'Américain Logan Cooley que tu as placé, mais tu placerais peut-être maintenant deuxième. Donc, c'est un gars qui ressemble un petit peu à Shane Wright dans son style de jeu, dans le sens qu'il est complet. C'est un centre de 5 pieds 11 et 174 livres qui joue avec l'excellent programme de développement américain. Est-ce que c'est son QI hockey qui est off the chart qui t'attire le plus de lui? Là? Quand on joue au hockey, quand tu es sur glace, quand tu es petit, on joue à keep away. Tu as toujours le gars qui manie bien la rondelle, qui va essayer de la garder le plus longtemps possible. Ça, c'est Logan Cooley. Le gars c'est une machine de possession de rondelle. Il a excellente main, excellente vision. Il me fait tellement passer à Jonathan Toews au même âge. Juste vraiment des skills incroyables. Puis vraiment un bon sens du jeu. C'est pas, tu sais, comme quand on dit Jonathan Toews, le monde va peut-être penser Jonathan Toews quand il faisait genre 60 points après avoir eu quantité de blessures. Non. Moi, je te parle de Jonathan Toews avant les blessures, avant le vécu. Là. C'est quasiment proche du point par match qui va arriver avec un jeu très mature et être capable d'être vraiment le QB sur un avantage numérique. Puis pour ceux qui se demandent si le Canadien ne gagne pas le premier choix, mais gagne le deuxième, Logan Cooley avec Nick Suzuki, tu as ton un 2 punch pour les 10 prochaines années, tu es seté. Là. Donc, en comparaison avec Jonathan Toews, ce n'est pas un joueur générationnel, mais c'est un joueur franchise qui peut seulement amener ton organisation vers le haut. Est-ce que je pense que, mettons, Logan Cooley est un meilleur espoir au même âge que Matt Beniers? Oui. OK. C'est intéressant à amener. Plus d'offensive, moins de... Parce que Matt Beniers a plus de vitesse, donc c'est plus flash. Allons-y avec ton choix numéro 4, le premier défenseur qui est de la liste, le droitier. Je sais que tu l'aimes beaucoup, je l'apprécie énormément aussi. Le Slovaque Simon Nemec, quand même 6 pieds 1, 194 livres. Il a 23 points en 32 matchs dans la Ligue slovaque en ce moment. Il possède vraiment tous les outils pour devenir un excellent défenseur de première paire. Absolument. Puis des défenseurs de première paire droitiers, il n'y en a pas beaucoup. On va se le dire, là, c'est rare. C'est un petit besoin que le Canadien aurait aussi. C'est ça, puis il n'y en a pas l'année prochaine non plus dans le repêchage. Donc, c'est pour ça que je me garde une gêne avec lui. Je l'aime beaucoup. Puis si le Canadien ne gagne pas une loterie puis choisit 3, entre lui, Savoie et un des 2 des prochains dont on va parler, ça va être difficile comme choix. Mais Nemec, écoute, il a battu le record en Slovaquie pour en termes de points pour un défenseur en dessous de 18 ans. Ça l'appartenait, en dessous de 20 ans. Ça l'appartenait à Lubomir Vezhinovski back in the day, si on se souvient. Ça fait longtemps. Donc, c'est ça. Mais il faut aussi prendre en considération que Brent Clark, qui a été repêché par les Kings, 8e au total, si je me trompe, ou 8e au total, a joué dans la même ligue l'année passée, vu qu'il n'y avait pas de hockey dans la Ligue d'Ontario. Puis Nemec le dépasse en termes de points déjà. Il n'y avait pas les stats qu'il y a là. C'est ça. Écoute, Nemec, pour moi, est un défenseur complet. Ce n'est pas un défenseur comme, mettons, on va parler de Jiricek bientôt. Jiricek est offensif. Nemec, c'est plus possession, c'est plus bonne décision, c'est pas nécessairement un gars qui va frapper beaucoup, mais ça va être un gars qui va jouer intelligemment. Un bon bâton aussi. Ah, absolument. Écoute, c'est un gars qui va être capable de tout faire. Puis déjà que tu as des gars du côté gauche comme Romanov, de Gouli, ça va venir compléter ta défensive très bien. Puis tu pourras ensuite te focusser sur l'attaque. Si c'est le choix du Canadien, exemple. Donc, c'est excitant pour les partisans du Canadien qui nous écoutent en ce moment. Allons-y avec ton choix numéro 5, un joueur qu'on peut voir à l'œuvre en ce moment avec l'équipe olympique slovaque, donc Juraj Slafkovský, un ailier gauche format géant. On l'avait vu aussi au championnat du monde junior, avait
malheureusement, avant que ça se termine abruptement, avait démontré de très, très belles choses. 6 pieds 4, 225 livres. En ce moment, en Ligue finlandaise, un petit peu de difficulté à trouver son rythme, mais ce n'est peut-être pas nécessairement sa tasse de thé, le style de jeu finlandais qui est très, très défensif aussi. Donc, c'est peut-être plus difficile pour lui de sortir du lot, mais c'est un futur power forward, là. Ah, absolument. Puis écoute, on va se le dire, là, c'est son style de jeu, la façon qu'il joue, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace sur une petite glace. C'est un style fait pour petite glace. Puis on le voit en ce moment en Chine aux Olympiques parce que c'est une petite glace en ce moment. Et il joue bien il avec domine, les hommes. il domine des hommes. Il domine les hommes. Puis écoute, on va dire, bah, c'est pas des hommes de calibre de la Ligue nationale, ça ne l'est pas plus en Finlande, ça ne l'est pas plus en KHL, ça ne l'est pas plus dans n'importe quelle autre ligue que la Ligue nationale. Donc, s'il est capable de se démarquer et utiliser sa force pour vraiment protéger la rondelle, c'est ça que j'adore de lui, c'est la protection de rondelle puis sa vitesse. Il a un très bon tir. Puis moi, j'ai tombé en amour avec au championnat Ivan Elinka. Pour moi, c'est un gars. Puis plusieurs me demandent, est-ce que ça va être un Rantanen ou est-ce que ça va être un Puljujärvi? Parce que les trois ont joué dans la Ligue finlandaise. Puis loin, les deux ont Rantanen et Puljujärvi. T'as deux opposés. C'est ça. Donc, moi, je me tiens plus vers le Rantanen parce qu'il joue intelligemment. Il va au filet, il n'a pas peur. Tandis que Puljujärvi, je trouve, des fois, il n'allait pas nécessairement dans les zones dangereuses. Slavkovski, il habite dans la zone dangereuse. Qu'est-ce qui lui resterait à peaufiner un petit peu pour devenir un joueur prêt pour la Ligue nationale? C'est certainement son jeu défensif. Selon moi, il doit être un peu plus complet en défensive. Je pense qu'il aime très bien monter en attaque, faire la contre-attaque, mais il doit jouer plus d'une façon plus mature, je trouve. Puis ça s'apprend, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne s'apprend pas en termes de skills, en termes de gabarit, ça ne s'en prend pas. Donc, pour moi, c'est un joueur qu'on peut se questionner s'il va être nécessairement un premier trio. Moi, je pense que top 6, on s'en fout rendu là. Oui, exact. Mais il y a une comme on dit, son floor, là, le seuil de défaite en tant que tel est très élevé. Ça va être un joueur de la Ligue nationale garanti. Définitivement. Donc, un gars à garder à l'œil en ce moment avec l'équipe slovaque. Le choix numéro 6, c'est un joueur qui, tu en as parlé un petit peu, ça va être difficile de le placer dans le futur, dans ton prochain classement, parce que c'est un gars qui ne jouera pas beaucoup au hockey dans les prochains mois, subi une grave blessure dans les dernières semaines. Donc, le défenseur tchèque David Jiricek, tu en as parlé, c'est un droitier aussi, 6 pieds 3, 180 livres, donc un grand bonhomme, pas nécessairement très, très gros, mais c'est une machine à faire des points. C'est ton futur corps arrière. Il est 6e en ce moment. Peut-être que certaines équipes vont avoir des doutes par rapport à sa grosse blessure, mais ça reste qu'il a vraiment toutes les qualités pour être pour être dominant sur un power play de la Ligue nationale. Absolument. Lui, contrairement à Nemec, Nemec, c'est plus all-around. Jiricek est plus offensif, selon moi, puis lui, c'est plus le dynamisme en termes d'offensive. Il y a le tir, que Nemec n'a pas. Son tir est foudroyant. Honnêtement, le regarder jouer sur un avantage numérique, tout le monde se tasse du chemin. J'aime beaucoup la façon qu'il va transiger la rondelle. Comme de défensive en offensive, il ne se pose pas trop de questions. La prise de décision, des fois, fait en sorte que ça va résulter dans un turnover, ça va tourner l'autre bord, puis ce revirement-là, des fois, est coûteux. Ce que j'aime de lui, c'est son offensive, c'est le dynamisme. Il doit travailler sur la défensive. Des fois, il est un peu trop perdu. C'est ça, il est un peu trop perdu. Puis quand on se dit, comme c'est normal que des défenseurs de cet âge-là vont courir un peu après la rondelle, spécialement sur une plus grosse glace en République tchèque et en Slovaquie, quand tu regardes Nemec et Jiricek. Ce que je dirais, par contre, comme précision, c'est que ça s'apprend, ça, le contrôle de la glace et vraiment box-out les autres. Donc, c'est les atouts que tu regardes et le potentiel est là pour être un numéro 2, un numéro 3 si tout va bien. C'est juste de voir avec sa blessure à son genou si tout va bien s'aller. Rendu au repêchage, on va avoir nos réponses parce qu'il risque de retourner en mars ou en avril. Mais vraiment, à mon avis, c'est un joueur qui risque d'en impressionner beaucoup. Puis s'il glisse hors du top 10, ben, ça va être une belle surprise pour les équipes. Ça pourrait être un coup de circuit pour l'équipe qui le sélectionne. Ça me fait penser à Cam Fowler. Si on suit, lui était un choix top 10 garanti, puis il a glissé. Il a glissé, oui, effectivement. Avec ton 7e choix, on place le Finlandais Joakim Kemell.
C'est un des joueurs les plus intéressants à analyser, peut-être un petit peu surévalué par certains. On l'a vu deuxième dans certaines listes. Oui, si on regarde ses highlights, écoute, c'est un gars qui a un excellent tir. Même s'il n'a pas la plus grosse stature à 5 pieds 11, 176, c'est un train, donc il va dans la circulation lourde, marque beaucoup, beaucoup de buts dans la Ligue finlandaise, un petit peu une meilleure production qu'un Slavkovski peut avoir. Par contre, lorsqu'on regarde son jeu d'ensemble, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de lacunes. Puis, qui ne mérite peut-être pas d'être dans le top 3 de certaines listes. On le voit en ce moment, il est dans une passe qui est pas mal plus difficile là, côté production en Finlande. Mais c'est ça l'affaire. Quand on regarde ses statistiques, quand on regarde son apport offensif, il a connu un mois d'octobre historique. Ça ne s'est jamais produit d'avant. Puis, écoute, c'est rare d'avoir un gars dans la Ligue finlandaise avoir du 16-17 minutes par match à 18 ans. C'est extrêmement rare, ça n'arrive jamais. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était Barkov ou Rantanen. Ça, c'est rare. Donc, c'est pour ça que je dis, quand tu regardes le jeu, plus que les highlights, c'est là que tu commences à comprendre. Il tirait à un saut de réussite d'à peu près 32 %. Ça n'a pas de bon durant ce mois-là. Tout rentrait quasiment. Tout rentrait. Donc, c'est normal que là, le chéquier a balancé, puis il n'y a aucun point en 11 matchs. Donc, vraiment, il est allé à 18. C'est là que ça fait le balancement. Puis c'est là que le monde va commencer à se poser des questions parce que s'il ne tire pas, s'il n'y a pas la place pour manœuvrer, parce que c'est une glace hybride en Finlande, donc s'il y a encore moins d'espace qui va être aussi efficace. Puis quand on l'a vu au championnat junior, Brad Lambert était de loin supérieur. Ouais. Mais Brad Lambert est un peu plus vieux et a plus d'expérience internationale. Donc, Kemel avait de la difficulté à se trouver de l'espace un petit peu dans les zones restreintes. Mais il faut le dire, Kemel a été blessé en novembre et peut-être il doit encore retrouver son rythme. Là, je pense qu'il est encore blessé parce qu'il n'a pas encore joué depuis un petit bout. Donc, peut-être saison difficile. Je ne crois pas qu'il est aussi pire que plusieurs le croient, mais je ne crois pas qu'il devrait être dans le top 5 non plus. Intéressant. On va y aller de la première surprise un petit peu dans l'évaluation. Pour moi, c'est une belle surprise parce que c'est un gars que j'ai appris à découvrir cette année et qui est franchement impressionnant. C'est l'Américain Frank Nazar qui est utilisé parfois au centre, parfois à l'aile droite de Cooley, justement, avec le programme américain. C'est un joueur quand même de petite stature, 5 pieds 10, 174 livres, mais il démontre de très, très, très belle qualité. C'est définitivement un joueur sous-estimé. Là. Absolument. Puis écoute, Nazar, la façon qu'il joue me fait tellement penser à Patrick Kane. Je sais que ça va en faire comme attends, c'est-tu Patrick Kane? Ouais. Quand tu regardes Cooley et Nazar jouer sur le même trio, là, c'est carrément Kane Taze que je vois. Là. C'est un magicien avec la rondelle. Contrôle de rondelle incroyable. Hein? Honnêtement, là, je sais que c'est plus pertinent, là, mais les espèces de boîtes à téléphone qu'on avait back in the day, là, l'espèce d'expression he can dangle in a phone booth, c'est ça. Ouais. Tu peux mettre 3 cônes dans un pied carré puis il va être capable de juste manœuvrer. C'est incroyable. Wow. Puis c'est un gars en confiance. Il est capable de tirer. C'est probablement le meilleur joueur en termes d'offensive pure du développement américain. Puis on va en nommer des joueurs de ce programme-là en premier tour. Pour moi, c'est le joueur le plus sous-estimé du repêchage. Moi, je l'ai mis 7. Plusieurs l'ont dans les 12, 13, 14, mais je m'attends qu'il monte assez vite. Je te dirais dans les listes d'avril, parce qu'il est en feu en ce moment. C'est quasiment du 2 points par match. Donc, quand on regarde un joueur comme ça, vision élite, main élite, excellent tir, on lui reproche son jeu défensif, mais quand on le jumelait à Cooley, c'est pour ça qu'il se complimente les deux. Peut s'en permettre un petit peu plus. Ouais. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on a vu, c'est qu'on y croyait plus fabricant de jeu auparavant. Mais là, on voit son tir plus souvent parce que des gars comme Cooley le cherchent sur la glace, spécialement en avantage numérique. Et il n'a pas peur. Ce n'est pas un gros gabarit. Là, on parle de 5 pieds 10, si je me trompe. Mais on le met dans le bumper, dans l'avantage numérique, et il décoche des tirs vifs et précis. Donc, pour moi, c'est un joueur... Tu sais, quand on a regardé un gars comme Trevor Zegras tomber jusqu'au 9e rang en 2019, puis on se disait, ce gars-là est trop talentueux. Je me dis la même chose avec Nazar. Je ne dis pas qu'il va être aussi bon que Zegras. Zegras a eu un développement foudroyant, mais je dis que ça va être une surprise pour plusieurs mecs qui vont le voir jouer. Donc, à garder vraiment à l'œil dans les prochaines semaines. C'est mon gars qui risque de monter dans le top 5. Mais tu auras été un des premiers à le mettre aussi haut. Alors, ça, si c'est le cas, ben, chapeau à toi. Allons-y avec le choix numéro 9. Un des joueurs probablement les plus difficiles à
classer, à évaluer. Le Russe Danila Yurov, la raison est qu'il ne joue vraiment pas beaucoup en KHL. Il n'a actuellement aucun point en 21 matchs. Il joue avec une puissance de la Ligue, mais même si les activités, malheureusement, de la Ligue sont stoppées, là, c'était un joueur qui était très, très peu utilisé. Donc, ça a été difficile pour lui de vraiment de gagner en assurance puis de montrer ce dont il pouvait faire. Mais c'est un attaquant qui est très, très, très rapide, qui est bon dans les deux sens de la patinoire. C'est un petit peu les nouveaux joueurs russes, là, intenses, des trains, puis fiables défensivement. Donc, quand même, ça va être difficile de l'évaluer comme il ne risque de pas beaucoup jouer dans les prochains mois, là. Effectivement, puis écoute, heureusement que la KHL, leur plan, là, c'est juste de terminer la saison puis immédiatement commencer les séries. Donc, on risque de le voir jouer un petit peu plus. Puis après ça, il y aura vraisemblablement le championnat du monde et la reprise du championnat du monde junior aussi. Yeah. Donc, on risque de voir qu'est-ce qui va se donner. Et il y a aussi les moins de 18 ans. On risque de peut-être le voir là aussi. Si je me trompe, je veux juste être sûr que sa fête est un 2. Je pense qu'il est en 2000. Ouais, décembre 22. Donc, on ne risque pas de le voir en mai, malheureusement. Par contre, l'année passée, c'est là que je l'ai découvert au championnat du monde en dessous des 18 ans. Lui et Ivan Miroshnichenko, qu'on va discuter tantôt, avaient une très belle complicité ensemble. Puis je trouvais vraiment que la combinaison entre les deux était écœurante. J'aime le fait que tu parles que ça fait partie de cette nouvelle génération de joueurs russes avec du chien parce qu'il me fait beaucoup penser à Podkolzin au même âge. C'est vraiment le même type de joueur. Un gars qui va être responsable des deux côtés de la glace, qui joue avec du chien, qui va aller te chercher, toujours impliqué, un monstre à 5 contre 5. Svechnikov aussi, peut-être avec un peu moins de talent offensif, là, mais... Pas vrai. Svechnikov n'est pas... Svechnikov est un franc-tireur plutôt skill, je trouve, tandis que lui, c'est le gars qui va aller détruire dans le coin. Là. Yurov, il joue avec tellement d'intensité que c'est de l'énergie. Même en le regardant, tu gagnes de l'énergie. C'est ce type de joueur-là. Donc, pour moi, un joueur à surveiller puis sous-estimé à cause qu'il joue en Russie. Mais le moment que tu es capable de le sortir de là, je pense qu'il va avoir le même effet pour les Canucks avec Paul Cousin qu'il va avoir avec un club qui reconstruit en ce moment. Intéressant. Le 10e choix sur ta liste, il s'agit du Finlandais à nationalité canadienne aussi. Un des joueurs les plus polarisants de ce repêchage-là, là, Brad Lambert, qui joue actuellement en Finlande. Tu en as parlé dans les championnats du monde, su vraiment lever son jeu d'un cran. Il y a quelques années, on parlait de lui comme potentiel choix de premier tour au total. Donc, par contre, c'est son jeu en Finlande qui fait en sorte qu'il baisse sur les classements. Il en est déjà à sa 3e équipe finlandaise en 2 ans. Donc, il a vraiment tous les atouts pour être un bon joueur dans la Ligue nationale. Mais selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il change aussi souvent d'organisation et qu'il est vraiment un point d'interrogation pour certaines organisations? Ben, écoute, pour moi, déjà, là, depuis que j'ai écrit, parce que là, j'ai fait ma liste, il a changé de club, il est allé à Lahti, les Pelicans. Et depuis ce temps-là, je n'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu de lui. Il risque de tomber loin hors de mon top 10 en conséquence. Donc, vraiment, tu pour moi... espérais justement, pour mettre en contexte les gens, dans ton texte, tu dis que tu espérais que Brad Lambert puisse monter son jeu d'un cran avec sa nouvelle équipe. Ça n'a vraiment pas été le cas. Donc, est-ce que c'est simplement un gars qui a de la misère avec le style de jeu européen? Peut-être qu'il aurait Je pense que c'est ça aussi. Parce qu'il connaît ses meilleures performances sur une petite place. C'est ça pour moi qui me fait comme vraiment capoter avec lui. À l'international, incroyable. Un joueur dynamique, toujours en mouvement, bonne vitesse, excellente vision. Puis on l'a vu aux 2 matchs du championnat du monde avant d'être annulé. C'était le meilleur joueur de la Finlande. Plus que des joueurs de 20 ans qui appartient aux Leafs ou aux Kings. C'était lui le meilleur joueur. Donc, il a la capacité, mais il manque la constance. Il n'est pas capable vraiment de finish, excuse-moi du pun, dans la Ligue de la Finlande. Pour moi, il y a plusieurs choses qui rentrent en considération. En Finlande, la glace est hybride, est plus longue. Donc, ses passes plus aptes à se faire intercepter, les lignes de passe plus aptes à se faire fermer. Il ne va pas nécessairement au filet tant que t'aimerais. Beaucoup de périphérie dans son cas. Et on le voit encore plus avec les Pélicans qui lui donnent des minutes. Ce n'est pas comme il joue sur le 4e trio comme avant avec JYP. Il joue. Là. Malheureusement, l'offensive ne suit pas. Donc, est-ce que je crois qu'il va être un joueur top 6? Oui.
Est-ce que je crois qu'il va être nécessairement le joueur de premier trio qu'on espérait il y a un an? Non. Malheureusement, je pense qu'il y a de quoi qui se passe avec son développement, puis il y a plusieurs équipes qui vont se dire pas sûr. Peut-être aurait-il dû faire son développement au Canada, lui qui était éligible. Donc, ça sera à suivre pour les prochaines semaines. Choix numéro 11, le Russe Ivan Miroshichenko. Et dans son cas, il n'arrête pas de baisser aussi sur les classements, alors que lui, il était dans le top 5 de la majorité des listes au mois d'octobre. N'a pas été sélectionné pour faire le championnat du monde junior, n'était pas dans une grande forme selon son entraîneur. Il joue actuellement dans la Ligue junior de Russie où il fait correct. Il démontre des qualités quand même intéressantes, mais sa production est correcte. Mais c'est un bon fabricant de jeu tout de même. Écoute, il y a les atouts physiques pour être un excellent joueur de la Ligue nationale. Un autre qui, lui, ressemble plus. On parlait de Zvechnikov Light, ça serait lui, ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le même tir que Zvechnikov. Donc, pour être Zvechnikov Light, tu as besoin d'un espèce de bon tir. Malheureusement, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on lui reproche de lui? C'est qu'il a très bien fait avec Yurov au championnat du monde en dessous de 18 ans. Et malheureusement, il a juste commencé la saison dans la VHL, qui serait l'équivalent, dans le fond, de la Ligue américaine pour la KHL. Et c'est pas vraiment fameux. Là. On parle d'un demi-point par match pour un gars qui était classé quand même dans le top 5. Donc, c'est pour ça que tu vois la glissade. Oui, il est capable. Il a le talent pour le faire, mais c'est la constance dans son jeu. Il n'est pas dédié, selon moi, au concept professionnel du sport. C'est ça le problème. Voilà. Il va devoir vraiment se reprendre physiquement. Il doit être en forme. Il doit vraiment augmenter son explosivité. Il doit aller plus au filet. Il est très capable de le faire avec des joueurs de son âge, mais contre des hommes, puis c'est ça qu'on essaie de regarder avec les ligues européennes, il fait beaucoup moins. Donc, c'est ça qu'on demande. Peut-être que c'est un gars qui a pic très élevé parce qu'on se rappellerait tous, Podkolzin était vu comme un choix de top 3 avant, disons, en septembre de son année de repêchage et a glissé jusqu'au 10e rang. Je pense que ça va être la même chose pour Miroshnichenko. Un autre joueur qui doit vraiment améliorer son patin, certains ensembles de son jeu, c'est Connor Geekie, le grand centre canadien de 6 pieds 4, 205 livres. Donc, il est très, très élevé sur certaines listes. Ça reste un excellent playmaker, un très bon tir, protecteur de rondelles hors pair, mais son patin est déficient, il n'a pas de vitesse. Donc, ça va être dangereux pour l'équipe qui le prenne parce qu'on sait que oui, là, tu peux améliorer ton patin avec certaines améliorations au power skating et tout ça, mais reste que la fluidité, à cet âge-là, s'il ne l'a pas, ça va être difficile à rattraper. Là. Ouais, mais écoute, je pense que quand on le regarde jouer, s'il y avait vraiment un patin de haut niveau, là, je dirais comme au-dessus de la moyenne, il serait top 5 assuré. Top 5 assuré. Puis s'il y avait un patin, mettons, à la Austin Matthews, il serait numéro 1. Parce que le talent est là. Le talent est là. C'est incroyable comment le talent est là. Puis j'ai même pas peur de vous dire qu'il y aurait probablement un club qui va aller le chercher dans le top 10. J'ai même pas peur. Parce que au pire des pires, c'est un centre numéro 2 en devenir. Au pire des pires. Tu regardes ça, là, on a peur de son patin, oui, mais il sait déjà, il a travaillé sur son patin toute l'année passée, pendant qu'il ne pouvait pas jouer, puis on a vu l'amélioration. Donc, c'est de voir et de savoir, puis ça va être côté conditionnement physique, c'est de savoir où est-ce que la possibilité de croissance se trouve côté bas du corps. Est-ce qu'il a déjà maxé sa possibilité de croissance ou est-ce qu'il reste encore une bonne marge? S'il reste une bonne marge, il y a une équipe qui va prendre ce pari-là. Il y a une équipe qui va essayer parce que le talent est là. Le gars me fait tellement passer à Ryan Getzlaf au même âge, là, c'est incroyable. Je ne dis pas qu'il va avoir une carrière de Hall of Fame. C'est déjà un grand bonhomme. 205 livres, je pense qu'il peut augmenter du poids à sa charpente. Mais effectivement, comme tu dis, s'il peut se développer encore un petit peu plus, ça va vraiment être impressionnant. On a parlé déjà de 12 espoirs de très grande qualité. On va y aller un petit peu plus dans l'énumération pour les prochains. On va s'arrêter sur quelques-uns qui sont peut-être un petit peu plus énigmatiques. On a le 13e, Jonathan Lekkerimäki, donc un centre qui joue dans la Ligue suédoise, qui est très, très de grande qualité, augmente un petit peu plus sa prise de décision. Et je vais t'arrêter à ton choix numéro 14, Danton Matejchuk, défenseur gaucher du Moose Jaw, des Warriors de Moose Jaw. 42 points en 45 pour un défenseur, c'est très impressionnant. Là. Mais écoute, Moose Jaw sont en feu en ce moment, là, puis ils ont
Ils ont tout un club offensif, un certain Brandon Yeager, dont on va parler beaucoup l'année prochaine dans le repêchage de 2023. Lui, honnêtement, avec ce club-là, c'est tellement dynamique de les regarder jouer, là, j'adore. Et Matechuk, c'est vraiment le joueur offensif de ce club-là, le cœur en termes de la transition. Il patine très bien, très bon tir. Écoute, man, je le regarde jouer puis je me dis, voyons donc, je vois du monde, tu sais, Bob McKenzie, il l'avait dans la vingtaine. Puis je me dis, Surprenant. écoute, je pense que le gros du problème, c'est que le monde a peur de son côté défensif. Puis je me dis toujours, le défensif, ça s'apprend. Encore une fois. C'est ça. Puis cette offensive-là, ça ne s'en prend pas. Et on voit plusieurs défenseurs glisser par le passé à cause de ça. Et ils reviennent et nous démontrent que malheureusement, c'était un mauvais choix de les laisser glisser. Matechuk, ça serait exactement ça. C'est un gars qui va être capable de contrôler la possession de la rondelle, la monter quasiment tout seul. Il est dynamique en zone offensive. Je pense que le plus gros pour lui, ça va être de vraiment croître en termes de physique et en même temps la prise de décision sous pression. Toutes ces choses-là sont des choses qui s'apprennent avec la maturité. Donc, côté skills, il y a tout pour être un défenseur top 4. Sinon, même s'il dépasse les attentes, peut-être même premier pair. Mais moi, je m'attends à ce que ce soit un défenseur top 4 incontournable, que le monde transrigerait plus tard un choix de premier tour plus pour l'avoir avec leur club. Puis surtout des défenseurs, il n'y en a pas une tonne dans ce repêchage, surtout avec un ceiling qui est élevé comme le sien. Donc, vraiment, les équipes vont peut-être le sélectionner un petit peu plus tôt que prévu. Les choix 15 et 16 sont des joueurs du programme américain, là, Seamus Casey, Isaac Howard, des joueurs solides dans l'ensemble. On va s'arrêter sur ton choix numéro 17, Marco Casper, l'Autrichien qu'on a vu au championnat du monde junior. Ce gars-là monte constamment les échelons depuis un an ou un petit peu moins. Là. Donc, c'est un centre quand même de bonne stature, 6 pieds 1, 183, joue en Ligue suédoise, mais a beaucoup de potentiel. Écoute, quand je le regarde jouer, là, il y a tellement il impacte le jeu tellement, je dirais, d'une façon positive à chaque présence. Je le trouve, il n'y a jamais une décision de sa part qui est faite juste comme ça, de paresse. C'est toujours envers un but. C'est ça que j'aime le plus. Il est toujours là pour intercepter une rondelle, pour pousser la rondelle vers le filet. Il n'a pas peur d'aller vers le filet dans une ligue qui joue beaucoup en périphérie en Suède. Ouais. Il va vers le filet. Il y a eu plusieurs buts où c'était des déviations devant le but. Il n'a pas peur. Ça, ce type de joueur-là dans la Ligue de Suède, c'est rare et c'est pour ça qu'il connaît du succès. Quand tu regardes un centre capable de jouer comme ça, tu te dis, ça pourrait-tu être un centre numéro 2, lui? Est-ce que ça va venir chercher? Parce que si tu es capable de suivre dans la Ligue de Suède, c'est la ligue, la meilleure ligue, selon moi, en termes de défensive du circuit. Parce que si tu es capable de bien jouer défensivement sur une grosse glace, ben, ça va être probablement une bonne augure pour une plus petite glace parce que tu dois couvrir encore plus de glace sur une grosse glace et ça devient difficile. Lui est capable de prendre avantage de ça, mais il est aussi capable de limiter les dégâts sur une grosse glace. Donc, la transition vers les rangs professionnels, peut-être que ça va se faire plus vite dans son cas. OK, intéressant. Le choix numéro 18, Pavel, défenseur droitier, Pavel Mintyukov. 19, Liam Ogren, le Suédois. Numéro 20, Cutter Gauthier du programme américain. Ouais. Je l'ai passé un petit peu plus vite. Là. Je vous inviterai à aller vraiment lire les descriptions de Marco sur sa page, là, puis sur son justement classement de mi-année. Jimmy Snuggerud, un autre Américain, il y en a plusieurs, hein, un allié de grosse stature qui va vraiment être intéressant à voir progresser. Je m'arrête au choix numéro 22. Ty Nelson, le défenseur droitier, tu as parlé de joueur de la Ligue de l'Ontario qui n'a pas beaucoup joué. Donc, lui, c'est un joueur pour qui le début de saison a été un petit peu difficile aussi. Est un petit peu plus bas sur certaines listes à cause de cela. A quand même 35 points en 46 avec les Battalions de North Bay. Donc, c'est un joueur qui pourrait vraiment monter d'ici la fin de l'année. Selon Elite Prospects, son rang général maintenant serait 23e. Okay. Si on prend tout en considération. Et écoute, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs en termes de défenseur offensif. Je l'ai placé en dessous de Seamus Casey, que j'aime beaucoup. Lui, je l'ai proche de Matechuk et Mintyukov. Ça serait ma deuxième vague de défenseurs. Okay. Ty Nelson serait direct avec eux, mais j'avais des petits doutes en début janvier, puis là, je commence à en avoir beaucoup moins.
Il a vraiment pris son jeu d'un cran avec North Bay. Je le vois un peu plus jouer parce que je regarde Verbeek, le gardien repêché en 7e ronde du Canadien. Donc, j'ai appris à le connaître un peu plus. Puis, dynamique. Me fait vraiment passer à un Quinn Hughes light sur la glace. On dirait qu'il est paresseux tellement qu'il patine bien, mais... Très fluide sur patin. Très fluide, mais sans effort carrément. C'est un joueur qui va être capable d'être un QB sur un avantage numérique. Et quand le Canadien a eu un choix de premier tour hier pour Tyler Toffoli, j'ai immédiatement pensé à lui comme cible. Ce serait le genre de rang qui serait intéressant, oui. C'est ça. Donc, si le Canadien ne repêche pas un défenseur, Niemic ou Jiricek, avec leur premier choix, ben ça serait une option en termes de défenseurs avec leur deuxième choix. Si, exemple, les Flames continuent sur leur lancée, mais ne se rendent pas nécessairement en finale de la conférence. On va continuer avec ton choix numéro 23, Ryan Chesley, un défenseur américain un petit peu plus défensif que Casey. Au rang numéro 24, un autre Américain, Roger McGourty. 25, Owen Pickering, le défenseur gaucher des Swift Current Broncos. 26, Philip Messar, qui joue en Ligue slovaque. Je m'arrête au premier Québécois de ta liste, Nathan Gaucher, le centre de grande stature de 6 pieds 3, 207 livres des Remparts de Québec. On avait de grosses attentes en début de saison. Pour lui, ça a été une année un petit peu décevante jusqu'à date. Là. Écoute, offensivement, là, je te dirais pour la grande majorité de la troupe de Patrick Roy, l'offensive n'a simplement pas suivi. Il connaît une bonne séquence récemment, 8 points à ses derniers 10 matchs, mais vraiment, le consensus, c'est qu'il va être en fin de premier tour. 26e, c'est son rang général en ce moment. Là. Puis, écoute, l'offensive ne suit pas. Et c'est ça qui fait peur à plusieurs. Quand tu vois une trajectoire d'offensive, l'année passée, il était à 1 point par match à 16 ans. Donc, c'était normal d'avoir une attente que ça va être un gars de premier tour. En fin de premier tour, c'est le genre de gars que tu peux aller chercher parce que Gaucher, encore une fois, les chances qu'il va buster, les chances qu'il ne va pas être un joueur de la Ligue nationale sont extrêmement minces. C'est quasiment une garantie. Le problème, c'est est-ce qu'il va être un top 6 ou est-ce qu'il va être un bottom 6? Puis là, il faut que tu te poses la question. Tu as déjà Ryan Poehling. Tu as Yann Michak qui est en feu en ce moment, qui risque d'être un excellent centre de troisième trio. Tu as Riley Kidney qui est quasiment à 1,5 point par match dans la queue aussi. Est-ce que tu as vraiment besoin de ce type-là? Donc, c'est pour ça que je sais qu'on veut l'équilibrer avec le club, mais il faut avoir les bons. Je préfère aller chercher un gars comme Tristan Luneau en début de deuxième tour ou avec un autre choix hyper tardif de premier tour que de se projeter sur lui. Est-ce que ces difficultés cette année sont un manque un petit peu de travail, un manque d'implication? Il se donne, il s'implique. Je pense que l'effort est là. Le problème avec lui, c'est son coup de patin de base. Il n'est pas le plus vite. Puis, il y a des difficultés à se démarquer dans la LHJMQ en termes de vitesse. C'est une vitesse acceptable, mais ce n'est pas une vitesse au-delà. Puis, quand tu veux repêcher un joueur en premier tour, tu veux une vitesse au-delà. Sauf si tu as les skills d'un Connor Geeky. Dans ce cas-là, on peut faire exception. Mais quand on regarde quelqu'un comme lui, c'est comme, oui, il y a le tir. C'est ça qu'on aime le plus, le tir. Mais quand tu regardes le jeu au complet, tu te poses des questions sur la prise de décision en zone offensive. Tu te poses la question sur la constance offensive. Ce n'est pas un joueur qui va nécessairement être le plus créatif. Il va au filet, il ne se pose pas de questions. Là. J'aime ce genre de joueur-là. Est-ce que je sacrifierais un choix de premier tour sur ça, spécialement avec la nouvelle méthodologie? Mais Gorton et Hughes l'ont dit, ils veulent des joueurs de vitesse avec de skills. Ça ne rentre pas dans le décor, malheureusement. Le choix numéro 28, le fils justement de Kent Hughes, Jack Hughes, qui joue à l'Université Northeastern. Donc no draft. Ouais, non, no c'est draft. Ça. Pour son bien-être. Effectivement, je pense qu'on n'ira pas là. Au 29e rang, Kevin Korchinski, défenseur gaucher des Thunderbirds de Seattle. Le dernier joueur que je veux que tu analyses pour nous, et la majorité des gens vont l'entendre pour la première fois, c'est le joueur que tu as classé au 30e rang, Lucas Delbel-Bellouz, qui est un centre de 6 pieds 1, n'a pas joué l'année passée, puis ça, je pense que c'est un joueur qui est polarisant cette année. Il est passé sous le radar en début d'année, mais il est rendu à 61 points en 46 matchs. Donc, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'experts qui l'ont mis sur leur liste. Donc, chapeau d'avoir su analyser son jeu. Mais parle-nous un petit peu de lui. Là. Delbel Bellouz, je vous dis honnêtement, là, il va être plus proche à 20 maintenant qu'à 30. Sa séquence de points depuis que tu as publié sur ton site est extraordinaire. Là. Mais écoute, c'est pas nécessairement juste ça. C'est pas un gars. Il joue dans toutes les situations.
C'est ça que j'adore le plus. On ne parle pas de lui parce qu'il n'y avait pas le hype de toutes les autres ligues. Il n'y avait pas ce hype-là. Donc, quand on le regarde jouer, là, c'est un joueur que je pense qu'il va sortir peut-être, s'il continue, peut-être 18 à 23. Là, c'est fulgurant. Il joue intelligemment. C'est un joueur qui n'a pas nécessairement le meilleur patin. C'est un bon patineur, mais pas le plus explosif. Par contre, si tu regardes le joueur, il y a l'effet Kotkaniemi. Il est plus gros du torse, moins gros les jambes. Okay. Puis il patine un peu à la Galchenyuk. Donc, quand tu regardes un joueur patiner de cette façon-là, tu te dis du gym et correction de style de patin, puis il devrait être correct. Parce que le reste, son tir, oh my God, quel tir! Probablement un des meilleurs tirs de tout le circuit, à mon avis, avec des gars comme Ogren. On peut y aller avec Shane Wright, avec un excellent tir, et Slavkovski aussi. Mais lui, ce que j'aime le plus, c'est qu'il est sous le radar, mais pas à peu près. Donc, quand on regarde jouer un gars comme ça, là, il me fait penser à un Galchenyuk avec une capacité défensive. Donc, un Galchenyuk qui était two-way, pour moi, c'est un joueur de la Ligue nationale NAD. S'il ne va pas être un centre top 6, pour moi, ça va être un allié top 6 qui va être capable de vraiment s'imposer. C'est un gars qui est capable de jouer physiquement aussi. Mais vraiment, pour moi, c'est l'anticipation. C'est un joueur tellement intelligent. C'est vraiment ça qui va le démarquer des autres centres. Puis là, on a nommé beaucoup de défenseurs, beaucoup d'alliés. Il manque de centre entre 13 et 25. C'est pour ça que je pense que tu vas voir un gars comme lui monter. Excellent. Alors, honnêtement, Marco, je te remercie beaucoup de ton analyse justement sur ta liste des meilleurs espoirs. Comme tu en as mentionné au début de l'émission, on va peut-être se ramasser avec un autre choix de première ronde. Donc, ça va être d'autant plus intéressant pour les partisans du Canadien de suivre les futurs espoirs de la Ligue nationale. Mais ça va être intéressant aussi de suivre ta nouvelle liste que tu vas publier en fin d'année des espoirs. Donc, toujours très, très anticipé. Donc, Marco D'Amico, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un honneur pour moi de t'avoir reçu au temps d'arrêt. Ton expertise était vraiment un atout pour notre émission. Puis, j'invite tout le monde à aller suivre The Hockey Expert sur Twitter, des commentaires, des approches, des analyses qui sont vraiment justes, puis qui sont vraiment enrichissantes pour tous les partisans du Canadien. Écoute, je te remercie infiniment de l'invitation, puis on va se refaire ça plus proche du repêchage. Merci beaucoup et merci beaucoup à tout le monde d'avoir été à notre écoute. On se retrouve à un prochain épisode du Temps d'arrêt.